Il sort de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines, département d'agrégation et de didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. C'est le chef des travaux Francis Pembi qui, en soutenant publiquement sa thèse de doctorat intitulée Analyse de l'enseignement de l'éducation à l'environnement liée à la gestion des déchets solides municipaux dans les écoles de Kinshasa, co-construction des modèles didactiques contextualisés, a laissé entendre que cette recherche s'intéresse aux défis environnementaux auxquels fait face la capitale congolaise, notamment la gestion des déchets solides dans les milieux scolaires et communautaires. Dans son exposé, les candidats démontraient que les pratiques actuelles d'éducation à l'environnement demeurent largement théoriques et peu adaptées aux réalités locales. La thèse doctorale de M. Pembi Francis. Au nom des membres du jury, je veux d'abord dire merci à l'ensemble des membres du comité d'édition et plus particulièrement à Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale pour la confiance placée à chacun de nous comme membre du présent jury. Je voudrais également profiter de ce micro pour dire que lors de la présentation de tout à l'heure des différents membres du jury, je crois que par la semaine, le professeur Diawa a été présenté comme professeur full. Non, il est professeur ordinaire, donc au-dessus du professeur full. Il a réagi et avec son autorisation, il est tenu à préciser. Donc il est professeur ordinaire et non professeur full. Merci, professeur, c'est bien fait. Hein? C'est bon? Très bien, il dit que c'est très bien. Voilà, nous allons passer aux choses, je dirais, sérieuses, mais tout est sérieux. Nous allons donner la parole à M. Pembi pour 20 minutes pendant lesquelles il va présenter les principaux résultats de sa recherche. M. Pembi, les jurys vous accordent 20 minutes. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers collègues, mesdames et messieurs, à vos titres égalités respectés, je suis Pembi Pembi, chef de travaux. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse de doctorat en didactique des sciences de la santé qui porte sur l'analyse de l'enseignement de l'éducation environnementale liée à la gestion des déchets solides municipaux avec la co-construction des modèles didactiques contextuels. Cette recherche s'inscrit dans une problématique urgente et actuelle dans notre ville. Comment nous pouvons transformer nos écoles en espaces d'apprentissage, de comportements éco-responsables qui pourront rayonner dans toute la ville. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de présenter mes remerciements à mon promoteur, le professeur Kafrika Abzolevi, ainsi que au co-promoteur, professeur Bofiobina Guillaume, pour l'encadrement tout au long de ces parcours doctoraux. Alors, comme problème lié à cette thèse, avec 20 millions, notre ville de Kinshasa est affrontée à une crise environnementale sans précédent. Avec 20 millions d'habitants, la ville de Kinshasa produit 10 000 à 12 000 tonnes de déchets quotidiens. Mais le constat est alarmant. C'est seulement près de 10% de ces déchets sont collectés de manière adéquate. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, entre autres, une urbanisation extrêmement rapide et mal maîtrisée, le manque de sensibilisation générale, le manque d'infrastructures pour la collecte des données, et les conséquences sont visibles partout. Nous remarquons dans la ville des dépotoirs sauvages, des caniveaux bouchés, des proliférations de maladies d'origine environnementale, en l'occurrence le paludisme, la diarrhée. Face à ces défis,
l'éducation environnementale apparaît comme un levier stratégique de transformation pour l'avenir de notre vie. Ainsi, former les jeunes générations à de bonnes pratiques de gestion des déchets, c'est investir dans notre vie. Des théories enseignées ainsi que de pratiques concrètes des élèves ainsi que de la communauté. Les analyses préliminaires révèlent que les approches actuelles pédagogiques sont trop transmissives, sont trop théoriques et décontextualisées. Ainsi, les élèves reçoivent des informations sur l'environnement, mais ils n'arrivent pas à avoir des actes engagés et suivis. Une question se pose. Comment nous pouvons transformer l'enseignement de l'éducation environnementale en véritablement transformateur? Et par là, nous trouvons qu'il y a un besoin urgent, le besoin d'une pédagogie participative ancrée dans le vécu quotidien des acteurs. Comme question de recherche, nous nous sommes dit comment nous pouvons améliorer l'enseignement de l'éducation environnementale portant sur la gestion des déchets solides municipaux dans les écoles de Kinshasa. De cette question découlent d'autres questions spécifiques telles que quelles sont les pratiques actuelles de l'enseignement de l'éducation environnementale dans nos écoles et quelles perceptions et besoins nous pouvons trouver chez les enseignants ainsi que chez les élèves en matière de l'éducation environnementale et quel modèle peut répondre efficacement à ces besoins. Comme objectif général de notre recherche, c'est la co-construction d'un modèle didactique contextualisé ensemble avec les acteurs qui sont, en l'occurrence, les enseignants, les élèves ainsi que quelques acteurs communautaires. Alors, pour répondre à toutes ces questions, comme méthodologie, nous avons opté pour une approche mixte séquentielle exploratoire, combinant les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Alors, la phase qualitative a consisté à un diagnostic de la situation actuelle à travers des entretiens, des focus group et des observations dans les salles de classe. Et les résultats obtenus ont servi de base pour la co-construction des modèles didactiques actualisés, ou bien contextualisés. La phase quantitative, quant à elle, nous a servi de consolider et de valider des éléments du modèle proposé à travers des questionnaires administrés à 571 élèves ainsi que 120 enseignants. Et ces participants ici sont issus de 30 écoles de la ville de Kinshasa, réparties dans les 6 sous-divisions éducationnelles de notre ville de Kinshasa. La diversité de participants a permis d'évaluer la pertinence et l'applicabilité du modèle dans différents contextes scolaires. Et cette méthodologie rigoureuse nous a permis de croiser les perspectives et de construire une compréhension riche et nuancée de la situation. Alors, comment s'est déroulée la recherche? Cette recherche s'est déroulée dans une démarche structurée en 4 phases complémentaires, organisées dans une logique progressive et itérative. La première phase, c'est la phase du diagnostic de la situation existante. Cette phase visait à analyser les pratiques d'enseignement de l'éducation environnementale, d'identifier les contraintes pédagogiques et matérielles rencontrées dans les salles de classe et de recueillir le besoin des enseignants, des élèves, ainsi que valider les principaux éléments du modèle. La deuxième phase, c'est la phase de la co-construction du modèle. Cette phase nous a permis ensemble de travailler ensemble avec les enseignants, les élèves et quelques acteurs communautaires pour élaborer un modèle didactique contextualisé
que nous avons baptisé école propre, ville propre. Ne fût-ce que par les noms, on peut comprendre déjà la philosophie du modèle. Le modèle voudrait à tout prix que l'école devienne un espace d'expérimentation et d'apprentissage des pratiques qui vont rayonner plus tard dans toute la ville. La troisième phase, c'est la phase de validation. Le modèle que nous avons élaboré ensemble avec les acteurs a été validé par la méthode Delphi. Et ici, un panel de 18 experts, ici de différents domaines, a participé à 3 tours successifs de consultation. Et cette démarche plutôt a permis d'obtenir un consensus sur la pertinence, la cohérence pédagogique, ainsi que la faisabilité du modèle, s'il faut l'utiliser. Et nous avons eu plusieurs recommandations que nous avons intégrées pour améliorer les modèles didactiques contextualisés. Et enfin, la quatrième phase, c'est la phase d'expérimentation. Le modèle a été expérimenté dans quelques écoles publiques de la ville de Kinshasa, que nous avons qualifiées des écoles pilotes. Et lors de l'expérimentation, nous avons recueilli beaucoup d'améliorations sur le plan, sur plusieurs dimensions, sur la dimension de connaissances, la dimension d'attitude des élèves, ainsi que les comportements éco-responsables des élèves, sur la gestion des déchets solides. Alors, si nous prenons ce résultat, nous allons au-delà de l'école. Les élèves vont devenir véritablement agents de changement au sein de leur famille, au sein de leur quartier, et cela confirme la validité, bien sûr, et la pertinence et le potentiel transformateur de notre modèle. Comme résultat récolté, 73% des élèves déclarent connaître l'éducation environnementale. Mais la phase qualitative a démontré que cette connaissance reste superficielle et peu contextualisée. Les élèves connaissent bien les slogans, mais ils n'arrivent pas à poser des actes concrets et significatifs. Et du côté enseignant, nous avons trouvé que 95% d'enseignants expriment les besoins urgents d'une formation pratique et appliquée. Ils se sentent insuffisamment préparés pour enseigner ces thématiques de manière qu'il faut. Et un fait encourageant est que 80% des élèves sont motivés, ils veulent agir en faveur de l'environnement. Et là, nous avons trouvé que cette motivation est utile, ainsi que nous avons trouvé qu'il y a une énergie potentielle qu'il faut canaliser. Et concernant les observations, 100% des séances observées suivent un modèle pédagogique magistral. Cours théoriques, mémorisation de cours, prise de notes par les élèves. Et curieusement, nous avons trouvé que les activités pratiques sont quasi inexistantes sur la gestion des déchets solides. Et nous ne sommes pas seulement limités à ce niveau-là. La recherche nous a permis aussi d'identifier les obstacles ainsi que des leviers. Parmi les obstacles principaux que nous avons identifiés, nous avons remarqué qu'il y a un manque criant de ressources pédagogiques. Nous avons trouvé qu'il y a absence de matériel pratique, une formation insuffisante des enseignants, ainsi que des sous-charges de programmes, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas là où il faut insérer l'éducation environnementale liée à l'éducation à la gestion des déchets solides. Mais comme levier, nous avons trouvé une motivation intrinsèque des enseignants et une forte demande des élèves pour les apprentissages concrets, ainsi que des initiatives locales qu'il faut encourager et pourquoi pas valoriser. Et en conclusion, nous avons trouvé qu'il y a un besoin urgent de pédagogie active et participative. C'est précisément ce que notre modèle école propre, ville propre a voulu chercher. Alors, à part ce que nous venons de dire, le résultat, comment se structure le modèle? Notre modèle se structure comme suite.
les fondements pédagogiques reposent sur 3 principes interconnectés. Premièrement, nous avons trouvé que le modèle part de la pédagogie active. Il faut que les apprenants, les élèves, puissent apprendre en faisant, comme les anglophones disent, learning by doing. Ainsi qu'ils doivent savoir comment expérimenter ce qu'ils sont en train d'apprendre et savoir résoudre des problèmes dans des situations réelles. Le principe de la pédagogie participative, selon toujours le modèle, il faut impliquer les élèves dans les décisions, dans la planification et dans l'évaluation. L'approche spiralaire, toujours dans le modèle, ici, c'est juste pour que les apprentissages se construisent de manière progressive, avec des retours réguliers, pour que les élèves puissent approfondir les concepts appris. Alors, nous trouvons que ce modèle va transformer radicalement la posture de l'élève. L'élève ne sera pas seulement, quelqu'un qui reçoit seulement des connaissances théoriques, mais nous voudrons qu'il devienne un acteur engagé et responsable. L'élève se met à préserver l'environnement. Alors, toujours dans la structure de notre modèle est conçu de manière systématique et progressive afin de favoriser le développement intégré de plusieurs catégories de compétences essentielles de l'éco-citoyen. Comme compétences, il y a des compétences pratiques, c'est-à-dire qu'à travers les activités, les élèves seront capables de faire des tri, des compostages, des recyclages créatifs. Et ils vont aussi acquérir des compétences sociales, c'est-à-dire que savoir travailler en équipe, en communication ainsi que la sensibilisation. Les compétences réflexives, ils doivent être en mesure de faire l'auto-évaluation sur ce qu'ils sont en train d'apprendre, voire avoir une pensée critique. Ainsi que les compétences analytiques, savoir faire des enquêtes, des diagnostics, analyse critique. Compétences créatives, ils doivent être capables de faire des innovations, concevoir certains projets et trouver des solutions à ça. Et enfin, la compétence transversale. Les élèves doivent être en mesure de faire des lectures des données, faire des rédactions de leurs rapports. Notre modèle repose sur une progression spiralaire, c'est-à-dire que les activités sont organisées du primaire au secondaire, avec 3 cycles successifs. Premièrement, ils vont commencer par le premier cycle à l'école primaire, bien sûr, que nous avons qualifié d'éco-explorateur. À ce niveau ici, à travers les activités, les enfants doivent apprendre à travers le sens et de manière ludique. Et le deuxième cycle, ils deviennent des éco-détectives. C'est au niveau secondaire, au début des secondaires. Ils doivent être en mesure de faire des investigations ainsi que des analyses des situations qu'ils vont rencontrer. Et enfin, le troisième cycle, ils deviennent des éco-stratèges, c'est-à-dire être capables de concevoir et de mettre en œuvre des projets qu'ils sont en train de réaliser. Cette progression spiralaire garantit le développement cohérent et adapté des capacités des élèves. Alors, à part cela, comme nous venons de le dire, comme contribution à la recherche, le modèle propose un modèle innovant et immédiatement opérationnel. Et il est issu de la co-construction. Il est validé scientifiquement et comble un vide dans la littérature francophone. Et notre modèle repositionne l'école comme un laboratoire d'éco-citoyenneté écologique, un espace d'expérimentation de modes de vie durables. Alors, le modèle démontre aussi la puissance de l'approche collaborative. Les enseignants, les élèves et les communautés ou bien les acteurs communautaires se sont mis ensemble pour construire des savoirs et des pratiques. Et enfin, le modèle met en place un cadre méthodologique et conceptuel prêt à être intégré, à intégrer l'éducation environnementale dans le système éducatif congolais et à d'autres contextes africains. Comme recommandation auprès des enseignants, il serait mieux qu'ils soient formés
qu'ils aient une formation théorique qui est accompagnée de pratiques sur le terrain. Autrement dit, ils doivent être formés sur les approches pédagogiques actives. Comme nous avons constaté autant de problèmes, il faut aussi disposer des ressources pédagogiques, c'est-à-dire que développer des ressources telles que guides, fiches, d'activités matérielles didactiques adaptées aux réalités locales. Et pour le partenariat, il faut chercher comment consolider les partenariats entre écoles, communautés, ainsi que les investisseurs. Alors, ici, nous pouvons mobiliser les ONG, les services municipaux, les entreprises locales et organisations communautaires. Et enfin, comme recommandation, nous voudrons que le modèle soit intégré de manière transversale dans tous les curricula plutôt qu'une approche croisée. L'environnement doit traverser toutes les disciplines pour ancrer durablement une culture de la responsabilité écologique dans les établissements scolaires. Comme perspective, nous trouvons qu'il serait mieux aussi d'élargir, c'est-à-dire que le modèle puisse être utilisé dans d'autres contextes comme dans des villes, certaines villes congolaises, des villes qui sont peut-être moyennes, mais répondant aux mêmes critères ou bien aux mêmes conditions similaires que les contextes étudiés. Et nous voudrons bien qu'il y ait une étude longitudinale sur les impacts à long terme sur les comportements. Quand l'élève deviendra adulte, comment il va continuer à se comporter s'il ne commence pas de bas âge à avoir cette éducation. Et nous avons aussi trouvé qu'il serait mieux de développer des outils numériques, entre autres des applications mobiles, des plateformes collaboratives, ainsi que des ressources en ligne. Et il faut aussi consolider les partenariats publics-privés, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la durabilité financière et matérielle à grande échelle. Comme conclusion, notre modèle confirme une conviction fondamentale. L'éducation environnementale doit être transformatrice, participative et profondément ancrée dans les contextes locaux. D'où il y a un besoin d'une pédagogie de l'action qui engage véritablement les élèves comme acteurs de changement, qui leur rend capables d'analyser leur environnement. Le modèle offre ainsi une voie concrète et validée vers une culture éco-responsable durable, telle que nous pouvons, comme nous pouvons le remarquer sur l'image que nous avons de l'autre côté, où les enfants deviennent vraiment eux-mêmes responsables de leur environnement. Voilà un peu ce qui avait été notre mot. Nous vous disons grand merci pour votre attention et nous restons vraiment attachés à la discussion, à vos remarques, préoccupations et questions. Nous vous disons merci. C'est ce que vous avez fait également, le processus de démarche scientifique à travers le texte qui se trouve devant chacun des membres du jury. Les meilleurs membres du jury, lors de l'étude des paroles se présentent de l'année suivante, un professeur Guillermo, deux professeurs Baranza. José Baranza était l'examinateur principal parce qu'il est de l'université sœur, c'est-à-dire Kinshasa. Donc, il est parmi les experts qui comptent. Trois professeurs Bofion en sa qualité de copromoteur. Quatre, le professeur Kabama Balata en qualité d'évaluateur également. Mais enfin, le professeur Kafin, promoteur principal. Et professeur Diabo, vous avez la parole pour 15 minutes de plus. Merci, Monsieur le Président, pour la parole m'accordée. Merci beaucoup pour la présentation de votre thèse diapositive. Vraiment impeccable, comme je l'avais souhaité et recommandé lors de la soutenance publique en soutenance publique. Il va falloir que ça soit beaucoup plus clair et effectivement vous avez
répondu à cette demande. Je tiens à vous remercier pour cela. J'ai lu et relu votre thèse. On vous a fait beaucoup de remarques. C'est la raison pour laquelle nous revenons ici, nous résumer. Et je tiens à signaler que je ne serai pas très long, dans la mesure où vous avez tenu compte de la plupart des remarques qui vous ont été faites lors de la soutenance privée. Monsieur Baby Francis, je me suis rendu compte qu'il reste quelque chose à apprendre si vous avez la chance d'être proclamé aujourd'hui docteur. Vous faites partie de l'équipe d'aéropage, des sorciers. Il va falloir absolument que vous puissiez apprendre la différence qui existe entre abréviation, synonyme, sigle, symbole. Puisqu'après avoir relu votre thèse, je me suis rendu compte que cet aspect des choses, vous ne l'avez pas maîtrisé. Je sais une chose qu'on apprend tous les jours. Ce qu'on a ignoré aujourd'hui. Et bien, on peut l'apprendre et puis être pour nous. Sur cet aspect des choses, je vous invite prochainement à faire très attention pour connaître la différence qui existe entre abréviation, acronyme, sigle, symbole. Nous sommes à l'Université de l'Amérique nationale. Quand on dit IPN, il va falloir dire avec précision s'il s'agit de sigles, s'il s'agit d'acronymes, s'il y a une confusion. Là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose à le dire, il faut apprendre. Ça, c'est un. Deux. Je vous ai entendu tout à l'heure parler, donner la taille de l'échantillon de 571 élèves, 120 enseignants. Je voudrais qu'ici, là, au effort, que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à cette taille d'échantillon. Ça, c'est ma première question. Et je voudrais que vous puissiez tout de suite réagir par rapport à ça. Et nous allons continuer. Si vous pouvez réagir avec l'autorisation du président, je lui ai posé, on va y aller du tic au tac. Bonjour, Christophe. Au préalable, il faut solliciter la permission du village du jury parce que ça me fait compte de la parole. D'accord, d'être autorisé. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. La différence qu'il y a entre l'abréviation sigle, acronyme et symbole, quand on parle de l'abréviation, c'est la suppression de quelques lettres de mots, mais le mot est lu en entier. Par exemple, nous avons affaire à docteur. Le mot est lu en entier, mais on peut l'abréger DR. Voilà ce qu'il y a comme abréviation. Lorsque nous parlons de sigle, c'est une suite des initiales d'un mot, plutôt des initiales du mot. Nous prenons une suite des initiales du mot. Par exemple, IPN. Il s'agit bien d'un sigle. Et lorsqu'on parle de l'acronyme, c'est aussi un sigle, mais le mot est prononcé de manière normale, c'est-à-dire que UNESCO.
Nous avons bien sûr que là, nous avons aussi des initiales, mais ils sont reliés. Et on les prononce UNESCO. Voilà un peu ce qui fait la différence entre ces concepts, ainsi que les symboles sont des signes que nous pouvons mettre dans un graphe. Monsieur Pélé, s'il vous plaît. Pour ce dialogue, il va certainement continuer avec une série d'éléments, d'observations, des conseils, des suggestions et même de décalage. Vous avez été à noter pour améliorer vos conditions scientifiques ultérieures. Mais sinon, vous répondez simplement aux questions précises qui va poser. Ne vous attardez pas trop sur l'élément, parce que sinon, vous ne pourrez pas sortir. Je pensais que conseil à prendre des lois. Merci. Je pensais que c'était une question. Quand les résultats arrivent, vous faites un commentaire. Merci, Monsieur le Président, vous avez raison, puisque quand vous regardez, c'est écrit, il a écrit abréviation et acronyme. Il n'y a pas de sigle, il n'y a pas de symbole. Ce qui veut dire, la remarque reste. Je continue. J'ai posé la question de savoir, vous avez présenté une taille de votre échantillon-là, 571 élèves et 120 enseignants. Le président du jury a déjà autorisé Bien sûr. que vous puissiez réagir par rapport à ça. Merci, professeur. Le premier échantillon a suivi un échantillonnage probabiliste. C'est-à-dire que nous avons donné la chance à tous les élèves d'être sélectionnés. Voilà que sur base de 30 écoles, des 6 divisions éducationnelles de la ville de Kinshasa, nous avons tiré au moins 6 sous-divisions. Et de là, nous avons réalisé qu'on avait fait à plusieurs écoles. Mais nous avons déterminé notre échantillon en utilisant la méthode de l'urne par chaque école que nous avons trouvée pour avoir des étudiants qui pouvaient faire partie de notre étude. Et concernant les enseignants, nous nous sommes basés sur un critère. Les critères étaient des enseignants ayant des cours qui parlent de l'environnement. Ainsi, sur les 30 écoles, par école, nous avons trouvé qu'il pouvait y avoir au moins 4 enseignants, ce qui fait que ça nous donne un total de 120 enseignants. Il s'agit alors de quel type d'échantillonnage? Oui, là, c'est l'échantillonnage non probabiliste pour les enseignants. Mais basé sur les critères. Sur les critères probabilistes et puis non probabilistes. Mixte. Mixte, peut-on généraliser à ce moment-là les résultats, puisqu'il y a un critérium là, pour certains types d'échantillonnage. Merci beaucoup, professeur. L'objectif n'était pas pour avoir une généralisation statistique, c'est-à-dire que généraliser, extrapoler les résultats sur toutes les écoles. Mais nous nous sommes basés sur une généralisation analytique qui a fait que nous puissions construire un modèle qui peut être adapté et appliqué dans plusieurs écoles en dehors des écoles étudiées. Très bien, je passe à une autre question. Quand vous allez à la page 194, 196, 200, vous avez qui a été calculé. Tout d'abord, quand vous regardez la division, et puis vous regardez les petits carrés, la valeur calculée est là. Mais je ne vois pas la valeur tabulaire. Comment peut-on savoir que la valeur calculée est supérieure ou inférieure à la valeur tabulaire? Puisque la valeur tabulaire n'est pas présentée. Est-ce qu'il y a moyen, au regard de ces trois tableaux, d'avoir une idée si la valeur calculée, qui carré calculé, est supérieure ou inférieure au qui carré tabulaire?
Ok. Tanguy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous disons que le plus-value seul peut permettre de prendre des décisions statistiques. Lorsque le plus-value est inférieur à 5%, la statistique calculée est supérieure à la valeur critique, qui est bien la valeur tabulaire. Lorsque le pi carré est supérieur à 5%, la valeur calculée est inférieure par rapport à la valeur critique. Et lorsque c'est déjà moins de 5%, là, nous allons rejeter l'hypothèse nulle. Mais lorsque c'est plus de 5%, nous allons garder l'hypothèse nulle. Mais pour nous permettre une bonne interprétation, il faut se baser sur la série de signification. À travers la série de signification, je m'excuse, à travers le série de signification, nous pouvons prendre des décisions pour dire par exemple que ici les résultats sont significatifs ou bien ils ne le sont pas. Mais si c'est plus de 5%, là nous disons que les résultats ne sont pas significatifs. Mais moins de 5%, les résultats sont significatifs. Voilà un peu, en dehors de la valeur tabulaire, le plus-value peut nous permettre d'évoluer à prendre des décisions statistiques. Merci. Je vais poser la dernière question avant de remettre le micro au président du jury. Quelles sont les représentations sociales? Quelles sont les représentations sociales qui doivent être améliorées? Qui doivent être améliorées par rapport à l'éco-citoyenneté et à la gestion des déchets solides. Je reprends. Quelles sont les représentations sociales qui doivent être améliorées par rapport à l'éco-citoyenneté et à la gestion des déchets solides? Okay. Oui. Merci. Lorsque nous parlons de représentation, d'abord, il faut bien comprendre que la représentation influence les comportements. Et ici, comme il s'agit bien des élèves, ça influence les comportements des élèves. Et pour nous, les représentations ici sont considérées comme un ensemble de conceptions associant les déchets à quelque chose. Il y a des élèves qui associent les déchets à une santé. Il y a des élèves qui associent les déchets au risque sanitaire. Il y a des élèves qui associent les déchets à l'insalubrité. À ce niveau-là, pour nous, nous trouvons que cela mérite une amélioration de leur part. Voilà même pourquoi notre modèle qui parle d'école propre, ville propre, est en train de prôner sur les pédagogies actives, c'est-à-dire que permettre l'enfant à apprendre tout en agissant. Alors, pour les améliorations de ces représentations, il faut que les élèves arrivent à comprendre comment valoriser les déchets, comment recycler les déchets et pourquoi pas même la réduction des déchets. Alors, d'où la personne qui se limite seulement à dire que c'est une santé a un autre comportement. Mais la personne qui sait que les déchets constituent une ressource, voilà même nous parlons de l'économie circulaire, où nous trouvons que chaque déchet constitue une ressource. Et l'enfant qui sait déjà cela, voilà, ça veut déjà une amélioration de sa manière de représenter les déchets dans sa vie. Vous avez une élection professionnelle. Francis, de l'hôtel de cette âge de réagir correctement à toutes les questions que je lui ai posées. Je crois que je suis en l'obligation de remettre les micros au président du jury. Transaction, examinateur extérieur, professeur de la parole, après avoir vérifié les écoutes. Je vais, avec votre permission, interagir avec lui, le temps est parti. Je voudrais commencer par féliciter M. Francis pour ce travail de qualité
féliciter pour avoir effectivement incorporé les différents qui ont été formulés lors de la soutenance scolaire. Et M. Francis les ont félicité. Mais vous êtes resté également, je me rappelle de la parole du professeur Kamamba, faisant du jeu, qui disait qu'il ne faut pas être têtu. Mais quelques remarques sont en avant. Avant d'y arriver, je voudrais vanter ce travail, qu'à travers ce travail, j'ai appris que l'éducation en question rencontre plusieurs défis. Et vous avez eu le temps de les énumérer, du genre défis psychosociaux et culturels. Vous avez parlé de défis liés à la complexité des enjeux. Vous avez parlé des défis institutionnels et structurels. Vous avez parlé sur les défis liés aux enseignants et à la pédagogie. Comme nous sommes dans la didactique de discipline, si je m'avise, je pense que ce premier défi vous a beaucoup intéressé, jusqu'à mettre au point un modèle. Vous avez constaté qu'il y avait manque de formation à l'accompagnement. Vous avez soulevé qu'il y a des difficultés méthodologiques quant à ceux. Et au niveau institutionnel, vous avez bien souligné aussi qu'il y avait une faible priorisation de moyens suffisants, manque d'efficacité, etc. Et donc, tout à fait d'accord avec vous. Cependant, je voudrais vous demander, parce que ça c'est le dernier baptême, vous avez commencé à voler de vos propres moyens. L'humilité. Il ne faut pas être tranché, le caractère tranché, sous les premiers, sous les dominants. Vous avez amené un modèle qui va être utile, effectivement, les résultats sont là. Et parler de l'école propre, de vie propre, that exists. And you know it. So this is not the first time. Humility, ok? Et donc, les différents aspects de ce modèle peuvent commencer par une formation continue. Parce que nous connaissons tous la rigidité des réformes dans notre pays au niveau du système éducatif. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on va prendre ces résultats qui sont très intéressants et on va se faire la réforme. Non. Il faut penser déjà à la parallèse. Vous voyez, de formation continue. Je vous avais posé une question, même la question, c'était une recommandation lors de la défense privée sur les contenus de formation. Et si vous avez fait l'état des lieux, vous avez constaté qu'il y a des défis. Et vous venez de proposer une partie des solutions, ce modèle-là. Et pour que ce modèle soit réellement utilisé, il faut que les gens maîtrisent ça. Donc ça doit passer par la formation continue avant d'aller au niveau de la formation initiale, que ce soit un niveau ou au-delà. Alors, on va essayer de voyager avec vous à travers ce travail. On peut commencer par la page. Sorry. Je ne viens plus sur la méthodologie. Ça a été suffisant. La page 209. Vous avez votre travail? Ah non, la page 209. 220. 9. 209. Vous y êtes? La première référence. Qu'est-ce qui manque à la fin là? Vous êtes parti pour ces informations en ligne, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui manque. C'est quoi? Idéologie. Et la date de consultation aussi. Avançons du côté des annexes. Francis, je vois que vous nous avez placé félicitations de votre publication.
contenu, toujours dans les annexes, page XXIII, 23. Vous y êtes? Je vois des photos, de belles photos. La deuxième photo, c'est une dame. Je pense que, secondaire du président et le membre du jury, j'avais posé cette question. Je vois cette dame-là, apparemment avec un enfant encore, une femme d'autrui. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation pour que sa photo soit dans ce travail? Si oui, où est cette autorisation-là? C'est un conseil. Vous avez compris? Peu importe que ce soit thèse ou pas, mais on ne peut pas prendre le luxe de publier les images, parce que vous voyez, il y a des élèves, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de leurs écoles, de leurs parents? On n'avait pas les efforts de l'éthique par rapport à la recherche, n'est-ce pas? Très bien. Tu es encore disposé pour un voyage? On peut continuer? Très bien. Alors, j'ai quelques questions. Vous pouvez noter. J'ai dit que nous avons l'abstract en anglais et en français. Dans la salle, il y a ceux-là qui n'ont pas invité sur l'abstract résumé, n'est-ce pas? Nous avons un modèle national. Nous en avons 4. 4. Laquelle vous maîtrisez le mieux? Je maîtrise Chiduba, je maîtrise Lingala. Commençons par la première. Est-ce qu'il y a moyen de donner une synthèse à ce plan que vous maîtrisez le mieux? Le pourquoi cette étude et les résultats que vous êtes arrivés. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Elle demande une objectivité. Parce que c'est ceux qui sont devant vous. Comprendons que vous êtes dans l'objectivité ou dans la subjectivité. Le travail est terminé, n'est-ce pas? Vous avez mis au point un modèle, que moi je vais appeler le modèle fossile. En toute honnêteté scientifique, quels sont les regrets que vous ressentez pour le moment par rapport à ces résultats et à ces modèles? Et si vous étiez demandé d'améliorer, qu'est-ce que cela améliore? Vous avez des résultats qui sont très bons. Vous avez les modèles en face de vous, que moi j'appelle le modèle français, n'est-ce pas? Tout travail, il y a toujours une réflexion, en toute objectivité. Quels sont les regrets que vous ressentez autour de ce modèle? Et si on vous donnait la chance de refaire, qu'est-ce que vous allez pouvoir corriger? Vous avez mis? Très bien. Troisième question. Vous avez appris comment que les Koulouna, ex-Koulouna, je peux dire, sont de retour en tant que bâtisseurs au niveau de la capitale. Pour une mission connue de tous, n'est-ce pas? Comment comptez-vous, grâce à vos résultats, contribuer à la réussite de cette mission-là? Parce que la recherche, il y a un aspect, un volet, celui c'est la communauté. Comment la communauté va pouvoir consommer les bienfaits de ces résultats? Si vous me répondez bien, je vais m'arrêter là. Si vous ne me répondez pas bien, on va jusqu'à des questions. Président,
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La question que je me pose, je ne sais pas si les autres vont me comprendre, puisque je vais parler en Chiluba pour le résumé, et puis principalement les membres du jury. Avec l'intervention du président, je ne pense pas que tu veux laisser le Moulouba ici. Il y en a d'autres. Tu veux être égoïste. Même dans ta famille, là, il n'y a pas de Moulouba. Bon, je ne sais pas. Ceux qui sont dans le territoire. Ok, Bah, merci. non, allez-y, c'est un examen. Pardon? Monsieur le conseiller, c'est un examen. Oui. On ne connaissait pas la légère, parce que tu sortis ici sans diplôme. Alors, bon, mudi moyo, mutangila malo a bisonsa, anye manyanu. Alors, tu dois aller vite boire pour manier boire. Comment mutu nous kumbusha manyanu mu kati mama nyabe ya bilongeji. Kibwa chingi, tu dois fikila mkwenze kwa mudi moyo boire no. Tuleje bwana mwana mutekete ye mubanku lo malo akumbushe kwa manyana ikala ye mukola ni kala muntu wansong ekuditunga ni diludimi bwa chinyi tudibanga ta modelo ba fila jina jani école propre ville propre bueno kwamba bwana tetu babanyi shimunka chimwa école mwana ulonga paju patuka mumanya malo sa akumbushe kwa manyana ni kala muntu wansongo muditunga ekuditunga kaja kala ni manyana. Bon, on peut passer à cette étude de l'éducation. Avançons. Merci. Le regret par rapport au modèle et comment améliorer. Bon, le regret principal d'abord c'est sur base des obstacles que nous avons connus. Nous pouvons bien penser régler les choses, mais lorsque les ressources pédagogiques sont insuffisantes, le problème va demeurer. Et il faut absolument chercher à combler ces vides-là des ressources pédagogiques. Comme vous l'avez dit, monsieur membre du jury, que de l'autre côté, nous avons aussi des problèmes des enseignants qui donnent cours. Mais malheureusement, insuffisamment formés pour arriver à donner ce genre de cours. Et nous avons trouvé même que lorsque nous sommes allés pour l'expérimentation du modèle, il n'était pas si facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des ressources pédagogiques qui manquaient, ce qui fait que même le résultat obtenu, on subit quand même un impact par rapport à ces membres. Alors, nous disons que s'il faut arriver à l'amélioration, le mieux serait de mettre ensemble tous les efforts, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, le mettre ensemble pour arriver à appliquer ces modèles et puis trouver les résultats escomptés. Les Koulouna, nous les trouvons, ils sont revenus et l'objectif principal c'est de rendre la ville propre. Mais la question se pose, est-ce que toutes les ressources sont là pour qu'ils arrivent à le faire? Alors, nous trouvons que si nous pouvons contribuer à cela, le mieux serait, si nous avons la possibilité de rencontrer l'autorité politico-administrative, faire voir que même ceux qui sont venus, qui doivent faire appliquer, ils méritent d'être enseignés. Ils doivent avoir des méthodes, comment le faire. Et ce qui manque, il faudrait que cela puisse être mis en place de telle sorte qu'ils arrivent à réussir leur mission. Voilà un peu, de manière modeste, ce que nous pouvons dire pour contribuer à la réussite de ceux qui sont venus faire. Voilà, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'était pour vous dire que c'est une matière transversale. Même si les modèles, c'est modèles aussi, il faut associer. Il y a d'autres volets qui demandent aux experts pour le réussir. Le reste, bonne chance. Comme co-promoteur de cette dissertation doctorale, je voudrais d'abord vous dire grand merci, Monsieur le Président du jury, pour avoir accepté
avec l'armée du maître. Merci également aux éminents professeurs qui se sont dépassés et qui ont accepté de m'appuyer. M. Francy. Je tiens à remercier le promoteur de cette dissertation doctorale, le professeur Kafil, qui a bien voulu m'associer à cette recherche. Je félicite également l'impétrant Francy, qui m'a fait confiance et qui était très disposé, souple et assidu pour se faire co-diriger. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, cette recherche trouve son origine dans un constat paradoxal, je dois le dire. Alors que les questions environnementales occupent une place centrale dans les débats internationaux sur le développement durable, les villes africaines en général et Kinshasa en particulier, continuent de faire face à des problèmes aigus de gestion des déchets solides municipaux. Le professeur Bazal a dit, le dimanche passé, nous avons suivi ensemble avec vous l'arrivée des bâtisseurs des services nationaux. Ces déchets constituent non seulement une menace pour l'environnement, mais également pour la santé publique. La qualité de vie des populations et la durabilité des écosystèmes urbains. En observant les pratiques éducatives, nous constatons que l'éducation en environnement est souvent réduite à des transmissions de connaissances théoriques. Les apprenants mémorisent les notions relatives à la pollution, au recyclage, à la protection de la nature, sans que ces savoirs se traduisent nécessairement par des comportements éco-citoyens durables. Ainsi, au dénouement de cette recherche, nous considérons que l'école doit redevenir un véritable laboratoire de citoyenneté environnementale, où les élèves apprennent à observer les problèmes, à les analyser, leurs causes, et ensuite à proposer des solutions et enfin participer à leur mise en œuvre. Monsieur le président du jury, c'est dans cette optique que cette dissertation doctorale se place. J'ai accompagné Francis sous la bénédiction du promoteur de cette thèse. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois de l'essai. La dernière fois, on était à 17. C'était un débat où je pense que nous avons pris un dimanche, pris toute la journée. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord sur cette dissertation. Les éminents membres du jury ainsi que le président ont contribué chacun pour que cette thèse arrive à ce niveau. Cela étant, je vais quand même devoir poser une question à M. Francy. Je sais que si les éminents membres du jury acceptent qu'il traverse, mais qu'ils reçoivent quand même ces petits coups de fouet. Sur le président du jury, ma question est celle-ci. Mon prédécesseur tout à l'heure là a posé la question dans un autre sens, c'est-à-dire le regret que vous éprouvez autour de votre modèle. N'est-ce pas? En toute honnêteté. Mais moi je vais dans l'autre sens. Ma question, quelle est l'originalité scientifique de votre modèle? Je dis, Monsieur le Président du jury. Merci beaucoup, professeur complémentaire. Je peux dire la parole
de Kinshasa. Nous avons tenu compte de réalités des acteurs communautaires. Ainsi, nous sommes arrivés à proposer un modèle didactique contextualisé. Et si ce modèle est utilisé tel qu'il est conçu, nous aurons beaucoup d'améliorations concernant la gestion des déchets solides municipaux ici dans la ville de Kinshasa. Professeur Boffin, film ou ici, je prends acte des éléments de réponse fournis par M. Francis. Merci, M. le Président du Président. M. Péli, que je connais depuis des années, c'est notre ancien étudiant. Nous avons eu des éléments en soutenance privée. Il a réussi beaucoup d'éléments de la part des femmes intervenant pendant plus de 4 heures. Je suis heureux de constater que le travail qui est produit aujourd'hui est très différent de celui que nous avons examiné il y a 2-3 semaines. Donc je le félicite. Aussi bien sur le plan de la forme que du fond, il y a par-ci par-là des coquilles, mais qui, à mon avis, n'enlèvent en rien au caractère scientifique de cette recherche de grande valeur. Je voudrais utiliser le temps qui me reste pour poser justement des questions. Mais sinon, la thèse elle-même, elle respecte les normes de présentation d'un travail scientifique. Elle est pleine d'informations. C'est une thèse, à mon avis, à la fois fécondée, mais aussi fécondante. C'est bien mieux de fixer le candidat. Je pose 5 petites questions. Ce sont des petites questions. La première, je constate une absence des études antérieures dans votre travail. À moins que je n'ai quand même pas d'études antérieures. Le professeur Manza, qui a pris la parole avant moi, pour la faire un peu d'humilité. Nous sommes dans les domaines scientifiques, il y a des paradigmes existants. Il est étonnant que une thèse aussi riche comme celle-là ne fasse pas allusion aux études antérieures. C'est vrai que vous êtes des pionniers, vous êtes des défenseurs, vous êtes les premiers. Je crois que c'est ça qui a fait même que vous puissiez vous présenter comme concepteur, sans savoir qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur ça. Ville propre, école propre, c'est le slogan, les gens ont entendu. Le gouverneur de la ville, il a dit qu'il chasse les eaux bonnes. Vous saurez que vous inscrivez dans ces schémas-là comme information sur les plans culturels naturels et puis il y a des arbres. Donc j'aimerais vous expliquer pourquoi, dans votre recherche, qui est si riche, vous ne faites pas allusion aux études antérieures. Deuxième petite question. Le cours de l'éducation à l'environnement se donne dans quelle classe précisément? Oui, dans les écoles de façon générale. Mais comme nous sommes en didactique, nous sommes dans une salle de classe, dans les relations enseignants-enseignés, au long du processus enseignant-apprentissage. C'est dans quelle classe vous avez préféré expérimenter ce modèle-là? Alors, cette matière qui est inscrite au programme s'enseigne concrètement dans quelle classe? Si elle s'enseigne, c'est sur base de quel programme? Est-ce qu'il existe un programme? Quelles sont les grandes rubriques de ce programme-là? La troisième question, je reviens un peu sur les modèles, je vous félicite pour les modèles, mais je voudrais les rassurer. Vous avez construit un modèle, vous avez créé, vous avez élaboré ou vous avez adapté. Ce modèle a été validé par qui? Quelle expertise? Et expérimenté où? Avec les résultats pour que vous puissiez prétendre l'appliquer immédiatement. Ce qui est déjà tout accepté. Moi, je pensais peut-être que c'était un projet, une réflexion d'ordre personnel, où vous mettez à la place du public, que vous pourriez expérimenter plus tard. Donc, au cours de la recherche, vous observez, et puis vous concevez un modèle, vous le validez, et vous l'expérimentez, et vous le proposez dans la consommation immédiate. C'est peut-être ce que vous avez fait. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est un modèle qui vient de vous, tiré de quelque part, adapté, validé, expérimenté, fidélisé, ainsi de suite? Vous connaissez bien les qualités méthodologiques d'un instrument de l'ECG si on fait la qualité. Si ce n'est pas le cas, veuillez revoir vos ambitions à la baisse, nous dire ce que vous avez fait exactement. La quatrième question, nous avons tous compris. Si
Si quelqu'un qui entre maintenant n'a pas été au début de votre exposé pose des questions que je vous pose, comment allez-vous répondre? Ces questions sont les suivantes. Quelle est la thèse que vous défendez ici et maintenant? Son corollaire, quelle est l'antithèse de votre thèse? Et pour clôturer, quelle est la synthèse de votre thèse? Donc, à chaque thèse peut correspondre une antithèse, mais aussi une synthèse. Alors, vous pouvez nous répondre à cette question-là. Il y a certainement une thèse, mais laquelle? Alors, si elle est là, quelle peut être son antithèse? Et enfin, quelle est la synthèse de la thèse? Pour terminer, la dernière question, quelles sont les faiblesses de votre travail et comment comptez-vous y remédier? J'ai fini. Si vous pouvez m'autoriser de lire un paragraphe, si vous pouvez autoriser. Okay. Nous avons écrit ici par exemple que plusieurs initiatives africaines confirment la pertinence des programmes éducatifs axés sur la gestion durable. Des expériences menées au Cameroun, au Maroc et encore en Afrique du Sud ont mis en évidence l'impact tangible des approches participatives centrées sur le tri, le recyclage et compostage. Les travaux de Ginkam et Tamawa montrent que la pédagogie par l'action, intégrant l'exploration critique, expérimentation locale et apprentissage collaboratif, favorise un changement durable des comportements. Ainsi que Langer démontre que le dispositif associant représentation des apprenants, réflexion analytique et activité pratique. S'il vous plaît, j'ai compris. La remarque, c'est celle-ci. Dans une recherche comme celle-là, il doit y avoir toute une partie rien que pour les études antérieures. Et même la manière de présenter, ce n'est pas aussi holistique que ça. Vous devez dire, professeur tel a fait une étude sur le titre tel, il a appliqué à telle population, tel échantillon, le plus sobrement possible, en utilisant telle méthode et telle technique, il est arrivé à tel résultat. Kabamba a fait ça, Bofi a fait, professeur Banza, professeur Dialgo, professeur comme ça, on comprend comment chacun a procédé. Ça vous permet à la fin de voir quelles sont les ressemblances ou les différences ou les rapports ou les deux rapports qu'il y a entre votre propre étude et les études antérieures. Un autre avantage, quand c'est présenté ainsi, l'originalité dont il a été question peut se situer soit au niveau du thème, soit au niveau des hypothèses, soit au niveau des instruments de travail. Mais aussi, un autre avantage, c'est que, après les avoir exposés de façon schématique, vous pouvez y revenir dans la partie réservée à la discussion des résultats. Vous confrontez vos propres résultats aux résultats antérieurs, mais aussi à d'autres théories que vous aurez découvertes tout au long du travail. Il ne faut pas les confondre dans ce contexte-là. Vous avez saisi, hein? Ok, la question suivante. Concernant le modèle, nous disons que l'avantage qu'il y a de ces modèles, c'est que ce n'est pas un modèle construit de manière ascendante, c'est-à-dire qu'imposé, et puis il faut l'utiliser. Mais ici, plutôt de manière descendante, mais ici c'est de manière ascendante. Nous nous sommes mis ensemble avec les élèves, les enseignants, les élèves et acteurs, et nous sommes parvenus à élaborer le modèle que nous avons appelé école propre, ville propre. Mais pour être sûr de ce modèle, il nous a fallu consulter des experts, parmi lesquels nous avons consulté des didacticiens, nous avons consulté des environnementalistes et tant d'autres. Et il y a eu des échanges avec les experts. À l'issue de chaque tour, nous avons reçu des recommandations pour modifier notre modèle, jusqu'à arriver à un consensus scientifique qui a fait que nous puissions dire que notre modèle ici peut être immédiatement opérationnel. J'ai compris. Le processus scientifique, consensus scientifique, à ce moment, c'est trop prématuré. C'est trop prématuré. Il faut encore laisser des lettres ouvertes pour voir comment vous pouvez essayer et réessayer. Si le modèle est fidèle, si à chaque répétition ça donne le même résultat, éviter les écueils et peut-être plusieurs fois après, on peut. Mais immédiatement, pendant que vous construisez un travail théorique, et vous
vous arrivez à une conscience certaine, c'est pas bon. Même alors, je vous propose que ça soit pas, il faut mettre ça modèle. C'est un projet de modèle. C'est une ébauche. C'est plus objectif, c'est plus humble, c'est plus honnête. Vous avez conçu, vous faites une proposition d'un modèle sous forme d'un projet ou d'une ébauche et qui est toujours expérimenté. Je ne sais pas quels sont les aspects scientifiques qui ont fait cette allusion, mais nous sommes nombreux et on n'a pas vu. On aurait pu donner un point d'avis contraire. Et donc, je vous encourage pour cet effort-là, mais je vous dis que ce n'est pas fini. Considérez que c'est comme étant un processus. Peut-être que dans vos travaux comme professeur, si vous le devenez, on vous le souhaite. Et vous pourriez maintenant arriver à montrer que c'est depuis des années que vous êtes à la recherche des modèles. Aujourd'hui, le modèle est fin prêt, il a été expérimenté par-ci par-là, et on peut l'appliquer. Tel que c'est fait, c'est comme si vous voulez nous amener à une généralisation active de votre travail. Alors qu'il faut prendre des précautions, c'est sur le plan statistique. On vous a posé des questions sur l'échantillonnage, je n'aurais pas voulu revenir. On ne sait pas si votre échantillon va vraiment être tentatif. Et il faut avoir des prisons dans les réponses. La question suivante. Alors, nous parlons de la thèse que nous sommes en train de défendre. Nous disons que l'éducation environnementale, lorsqu'elle est contextualisée, lorsqu'elle est participative et lorsqu'elle est active, constitue un levier de transformation de comportement des élèves. Voilà la thèse que nous sommes en train de défendre, que lorsque nous avons affaire à un modèle didactique contextuel, participatif. Très bien. Et son antithèse? Alors, l'antithèse de cette thèse est que la réussite du modèle ne dépend pas seulement des approches pédagogiques, mais ça dépend des contraintes structurelles. C'est le contraire de la thèse. Oui. Ok. La synthèse. Alors, la synthèse est que les approches pédagogiques ou bien la co-construction du modèle permet le changement des comportements. Mais l'antithèse, il voudrait maintenant dire qu'il faudrait qu'il y ait des contraintes structurelles pour qu'il y ait changement des comportements. Très bien. Deuxième question. Les faiblesses de notre travail. Oui, c'est déjà même dit dans vos remarques, c'est déjà bien compris. Les faiblesses que nous avons constatées que d'abord pour l'expérimentation, la durée de l'expérimentation était courte. Voilà pourquoi même dans les perspectives, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'il y ait une étude longitudinale pour pouvoir mesurer les effets du modèle lorsque l'enfant sera adulte. Comment est-ce qu'il va se comporter lorsqu'il sera adulte? En dehors de ça, nous nous sommes limités seulement sur des déchets solides municipaux. Mais il y a beaucoup d'enjeux environnementaux qui nécessitent aussi d'être étudiés. Merci, M. Pépé. Lorsque l'enfant sera adulte, maintenant, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en plein travail d'accouchement? Vous êtes en plein travail d'accouchement devant les sages-femmes. Espérons que l'accouchement sera par voie basse et non pas par césarienne. Vous avez compris? Comme médicaleux. Bien. Nous donnons la parole au promoteur, le professeur Kafinga. Je ne dis pas qu'il est complice, il est évaluateur pour ses interventions. Professeur, vous avez la parole. Camarades étudiants, enseignants invités, je suis très enthousiasmé des remarques, des conseils et suggestions, des observations formulées à l'égard du candidat. Je crois que ce dernier va les capitaliser pour son expansion. Monsieur le candidat Francis, bientôt collègue, s'il est levé. Cette thèse d'aujourd'hui est cosmopolite, partant des articles publiés dans des revues à haute facture, c'est-à-dire indexées, tu es lu dans le monde. Il ne faut pas la placer dans des glacières, dans les tombeaux, encore moins dans des salles de
lycées par des conférences, par des débats, au niveau des marchés académiques et même scolaires. Je ne peux pas sortir d'ici étant qu'un professeur zéro, comme disait le Quinois, papa zéro, professeur Bidoc zéro, promoteur de cette thèse, il n'a même pas posé une question. Ça viendra de la compétence. Mais c'était du béni. Voici la question torrentielle, la question orageuse, qui va répondre à une seule phrase. Quelle est la sève, la molécule, la substance de la thèse? J'étais exempt de la synthèse ou de l'antithèse déjà formulée, mais je te demande la thèse de ta thèse en 1 minute. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Ça, c'est l'intervention, la dernière de votre promoteur. Vous pouvez répondre sans aller dans les détails. 1 minute, même moins. Merci beaucoup. Le travail a analysé les pratiques de l'enseignement de l'éducation environnementale. Il nous a permis d'identifier les faiblesses des approches pédagogiques et ce qui nous a poussé à co-construire un modèle qui avait été validé et expérimenté. Voilà un peu ce que nous pouvons parler. Professeur. Bon, il n'a fait que 9 secondes. J'acquiesce sa réponse. Merci. Bien, nous allons, c'est une soutenance de thèse, vous voyez que c'est public, vous êtes en train de poser une question qui n'a rien à faire avec l'évaluation, c'est juste pour faire plaisir au public et peut-être qu'on vous respecte. Mais alors, on peut lui poser la question de quelqu'un qui a un grade de docteur au moins. Vous voyez, il y a des souffles là pour porter la toge. Donc, pas docteur à médecine, non, docteur à thèse. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est professeur d'université ou docteur, ou jeune docteur, il prend le micro, il se présente, il pose la question. S'il n'y en a pas, vous êtes tous disqualifiés. Quelqu'un dans la salle peut parler? Vous êtes pas. Je regarde le professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale. J'ai apprécié, vraiment apprécié la présentation, les thèmes même de M. Francis que j'ai connu il y a plus de 30 ans. J'ai apprécié le thème parce que c'est un thème d'actualité. La gestion des déchets, c'est parmi les problèmes urbains. Oui, je vois la question, M. le Président. Il a parlé de l'intériorisation de l'agriculture écologique, ce qui est une bonne chose, mais un problème se pose. Un problème se pose au niveau de la gouvernance, où par exemple vous avez les institutions qui n'attendent que les fonds ou les fonds qui viennent d'ailleurs, le financement qui vient d'ailleurs. Et juste après qu'un projet ait été financé quelque part, tout s'arrête. Rien n'est continu. Deuxième aspect, il y a alors cet argent qui arrive, mais qui ne va pas directement au projet de la gestion des déchets. De l'argent qui parfois est consommé par le gouvernement. Quel est votre point de vue? Merci. Par rapport à l'intervention du professeur Jacques, qui a aussi fait une thèse sur le déchet solide de Chicapa, même s'il n'est pas de Chicapa. Je peux répondre? Oui. Monsieur le professeur, vous avez totalement raison. Voilà pourquoi nous vivons des échecs en échec sur des projets concernant la gestion des déchets. On s'attaque plus aux effets que de s'attaquer aux causes. On voit déjà le problème est déjà là. On vient avec le financement, des fois on fait semblant et rien n'est résolu.
ça peut prendre peu de temps et demain le lendemain, nous revenons sur le même problème. Mais notre recherche a cherché à attaquer les causes. Les causes, c'est quoi? C'est l'homme. La mentalité de l'homme doit être réformée. Il faut commencer d'abord par le bas âge. L'enfant, de le bas âge, il grandit avec la culture écologique. Et c'est ce qui fait que quand il va grandir, il reste avec cette culture. Nous pouvons le remarquer ailleurs, où vous trouvez que vous promenez, vous jetez un papier mouchoir, l'enfant vient, il le ramasse. Il dit, non monsieur, il faut mettre ça dans la poubelle. Voilà, cette culture-là, c'est ce que nous cherchons, qu'elle soit aussi ancrée dans nos écoles, dans les enfants de chez nous, puissent aussi avoir la même culture. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à votre préoccupation. Ok. Quelqu'un d'autre dans la salle? Personne? Voilà. Donc nous allons continuer à échanger avec le candidat en attendant que l'autorité vienne pour éviter que ce soit des temps. S'appuyant sur une méthodologie mixte combinant entretien, observation, groupe de discussion et questionnaire, il a mis en évidence les décalages existants entre les connaissances environnementales enseignées à l'école et les comportements réels des apprenants. Pour répondre à cette problématique, le chercheur Francis Pembi a proposé un modèle didactique contextualisé dénommé « École propre, ville propre », conçu avec la participation des enseignants, des élèves et des acteurs communautaires. Expérimenté dans plusieurs établissements scolaires et validé par la méthode Delphi, ces modèles favorisent une pédagogie active et participative axée sur l'acquisition des compétences pratiques, analytiques, sociales, créatives, réflexives et transversales. Le résultat de l'étude révèle une amélioration significative des connaissances, attitudes et pratiques environnementales des élèves. Toutefois, la recherche souligne la persistance de plusieurs défis, notamment l'insuffisance des ressources pédagogiques, les manques de formation continue des enseignants et les limites des infrastructures de gestion des déchets. À l'issue de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant Francis Pembi a été proclamé docteur en didactique des sciences de la santé avec la mention la plus grande distinction. Monsieur le chef de travaux Pembi Francis a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Au nom de la rectrice de l'UPN, le secrétaire général à la recherche, le professeur ordinaire Albert Fongui, lui a officiellement conféré le grade académique lié à son nouveau statut. Dans son mot de clôture, le nouveau docteur a insisté sur la nécessité de faire de l'école un véritable laboratoire de citoyenneté écologique capable de promouvoir durablement une culture éco-responsable au sein de la société congolaise. Le vrai problème d'abord, c'est un problème d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Et dans l'entretemps, quand nous sommes allés voir comment on enseigne les élèves, nous nous sommes rendus compte que franchement, il y a de vrais problèmes d'approche pédagogique utilisées par les enseignants. Voilà pourquoi nous voudrons aider ces enseignants-là à comprendre qu'il faut changer leur méthode d'enseignement. Et si cela est fait, franchement, nous allons investir pour l'avenir. Ça est possible si vous tous, vous nous aidez à contacter les autorités compétentes afin que cela soit pris en charge et soit inséré de manière transversale dans le système éducatif congolais. Oui, le mot reste le même, que nous soyons soutenus par tous. C'est lui qui trouve une bonne femme. Et moi je dis, c'est lui qui trouve une bonne femme, défend sa terre. Madame son épouse pour les bijoux doctorales.
surtout de la qualité d'échange avec les membres du jury, où nous avons beaucoup appris depuis la soutenance privée, les remarques et observations qui ont été très utiles pour nous. Nous leur disons grand merci. Nous avons un sentiment de gratitude envers les membres de notre famille qui sont venus ici pour nous soutenir et pourquoi pas nos collègues qui ont fait aussi leur présence, qui nous encouragent tant et nous espérons que ceux qui sont encore restés, qui sont en chantier, peuvent aussi atteindre les niveaux que nous venons d'atteindre aujourd'hui. Et pourquoi pas ne pas remercier les cadres qui nous ont réussi ici, qui est l'UPN, pour la formation et pour cette cérémonie que nous venons, qui vient de nous couronner comme docteurs. Et pour tout le monde, nous disons grand merci et nous voudrons que nous puissions propulser ensemble la science. Mais en dehors de ça, les résultats de notre recherche ne concernent pas seulement moi qui suis le chercheur, mais ça concerne tout le monde. C'est lui qui peut trouver l'opportunité de nous mettre en contact avec les autorités, qu'ils le fassent de façon que cette recherche ou bien ces modèles puissent être intégrés dans La soutenance s'est clôturée dans un climat académique empreint des rigueurs scientifiques et des convivialités.